Stay for your meal, getting all the piece of pie for your wife. Everybody wanna know how it feels. Everybody wanna see what it's like. Living in a big house, I don't mind. Me and Misty is so the to make it money. Alright. Greenback Boogie. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Legal Club Sandwich, votre rendez-vous pour passer un beau moment et découvrir des sujets qui vous passionnent et nous passionnent dans une ambiance extrêmement détendue. Et je peux vous assurer que vu les quelques minutes que nous venons de passer, l'ambiance est particulièrement détendue aujourd'hui. Donc nous sommes dans la saison 10 de l'émission et je suis ravi d'accueillir un invité exceptionnel aujourd'hui que vous allez découvrir dans quelques instants. J'ai la chance de travailler avec lui depuis 25 ans, c'est-à-dire depuis que j'avais 3 ans, et je suis fou de joie de l'avoir aujourd'hui avec nous dans Legal Club Sandwich. Il s'agit de the one and only Karim Bellouni. Karim Bellouni, merci d'avoir accepté notre invitation. Karim, comment vas-tu? Bah, mal. Parce qu'elle a Ah une oui, heure, c'est un peu la déprime quand même. oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'on Et t'a surtout, forcé à venir. j'ai un message, n'acceptez jamais une invitation de Pierre Landy. Quoi qu'il vous promette, ne venez pas sur Legal Club Sandwich. Voilà. Voilà. Merci, eh Est-ce que bien, le message est merci passé à Karim. tous vos Et nous auditeurs? Ne vous venez remercions pas, c'est tous. un piège. Nous vous disons à la semaine prochaine, à dans 15 jours, pour une nouvelle émission de Legal Club Sandwich. Merci. Et donc, générique. Publi direct, hein. Non, mais j'arrive même pas à le lancer. Donc, c'est dire Bah, que c'est alors, tu pas vois. lancé. On savait qu'un Bon, jour quelqu'un nous répondrait qu'il allait mal en plus du oui, coup. mais c'est ça, tu vois. Ça nous est arrivé. Mais il a fallu en 10 saisons, en 80 épisodes, ça n'est pas arrivé. Mais voilà, Karim. Alors écoutez, en tout cas, je suis ravi de retrouver mes acolytes, Lyndia le Sauvage, la grande prêtresse de la prise de parole du public en France, et Audrey, la divine chasseuse de tête qui m'accompagne dans cette interview et qui feront leur chronique en fin d'émission. Audrey, comment vas-tu? Eh bien écoute, avec une équipe aussi détendue, enjouée et enthousiaste, je ne peux aller que très très bien. Bon, et peux-tu nous dire le thème de ta chronique aujourd'hui? Oui, aujourd'hui je vais encore vous parler d'une histoire de recrutement, je vais vous parler de Lucienne du coup, et de l'art de prouver qu'on est la bonne personne. Waouh, bon, on a hâte, tout un programme. Et Lyndia, my dear, la grande prêtresse, comment vas-tu? Écoute, je vais très bien, ravie d'accueillir Karim, qui est ravi d'être avec nous sur ce plateau. Et Si, aujourd'hui, si. ma chronique traite un sujet pour Karim, d'ailleurs, gérer le trac, Alors, je tiens juste à transformer admirer. le stress en allié. Ah oui. Et surtout, admirez tous le pull de Lindia, s'il vous plaît, parce qu'elle porte un très joli pull à fleurs. Et je Voilà. trouve Voilà, que voilà, très très joli il faut pull que à fleurs. Merci chacun puisse en Karim. profiter. Il faudra Merci aller sur Karim pour cette YouTube dédicace. pour voir le pull de l'India si vous nous écoutez uniquement. Mais effectivement, l'India est un très beau pull. Magnifique, J'ai très splendide. hâte que dans une prochaine émission, elle porte son pull Squaw, qu'elle m'a porté une fois dans un avion. C'est une longue histoire que nous n'avons pas le temps de vous raconter aujourd'hui, mais j'espère bien qu'on va le retrouver dans une prochaine émission. Un Paris San Francisco, c'est toujours chic de dire ça. Toujours chic, mais c'est une longue histoire qu'on vous racontera une autre fois. Donc, aujourd'hui, le titre de l'émission, c'est Avocat pénaliste, les coulisses d'un métier sous tension, sous haute tension même, tout un programme. Alors, du coup, est-ce que Karine, tu peux te présenter à nos auditeurs? Je suis avocat pénaliste, effectivement. J'ai prêté serment il y a une vingtaine d'années. J'ai fait un petit passage aux États-Unis pendant 2 ans avant de rejoindre un cabinet de pénalistes à Paris qui était dirigé à l'époque par Olivier Metzner, où à l'époque, il y avait, c'était surtout des petites structures de cabinets pénalistes et Olivier Metzner avait une des plus belles boutiques voilà, de pénal des affaires et j'ai eu la chance inouïe de commencer ma carrière avec lui. Ensuite, j'ai été secrétaire de la conférence 2 ans après ma première collaboration et je me suis installé 2 ans après la conférence du stage et j'ai ouvert moi-même, j'ai posé moi-même ma petite plaque. Voilà.
En 2010 déjà, on va fêter les Ouais. 15 ans. Et puis, en 2010, j'ai fondé avec trois autres acolytes le cabinet BG2V. Nous étions quatre au début de l'aventure. Ça, c'était en... Voilà. Et aujourd'hui, nous sommes 15 ans plus tard, nous sommes une soixantaine d'avocats voilà, pluridisciplinaires. On couvre plusieurs domaines d'activité qui vont du droit fiscal au droit social, au corporate, aux taxes, à l'IP, IT, au contentieux et au droit pénal. Voilà. En passant par le droit public. Et c'est lorsque Karim était chez Olivier Metzner que j'ai eu la joie de le rencontrer pour une affaire que j'ai souvent évoquée dans Club Sandwich. Et voilà, ça ne nous rajeunit pas. Et dis-moi, On n'a Karim, pas pris une seule ride, Pierre. C'est toujours aussi beau. oh, merci, charmeur. Alors, Karim, quel message souhaites-tu faire passer aux auditeurs aujourd'hui? À part de ne pas passer dans Legal Club Sandwich, À part de ne pas venir à cette émission. à Quoi part de d'autre? ne pas venir à cette émission, que la spécialité du droit pénal est sans doute des plus belles spécialités chez les avocats. Voilà, c'est un métier passionnant. Et Je j'ai n'ai pris. pas de mots pour décrire la beauté de cette spécialité. Alors Non, mais c'est vrai. justement, comme Donc, c'est on peut un arrêter métier. l'émission tout de suite, comme j'ai pas de mots. Non, Merci, justement, merci nous, d'être venu. on ne va pas s'arrêter là, Karim, parce qu'on a envie de savoir ce qu'il y a derrière ce beau titre qui peut faire peur aussi. Qu'est-ce qu'un avocat pénaliste? Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Alors, je vais essayer d'être le plus pédagogue et le plus clair possible. L'avocat pénaliste accompagne ses clients lorsqu'ils sont poursuivis devant les juridictions répressives, qui peuvent être le tribunal correctionnel, qui peuvent être le tribunal de police, et pour les infractions les plus graves, qui peuvent être la cour d'assises ou les cours criminelles. Donc, nous assistons nos clients dans ces procédures pénales, que ce soit dans la phase de jugement, mais au pénal, il y a une phase de jugement, mais avant, il y a aussi une phase d'enquête qui peut prendre différentes formes, sans rentrer trop dans la cuisine juridique, c'est des enquêtes préliminaires ou des informations judiciaires avec des enquêtes qui sont menées par un juge d'instruction. Voilà. Et donc, nous défendons nos clients qui sont présumés innocents devant ces juridictions et ils encourent des peines qui peuvent être des amendes et dans les situations les plus graves, des peines d'incarcération. Et d'ailleurs, ça me fait penser pour les juristes qui nous écoutent, vous devriez toujours demander, enfin, à connaître un avocat pénaliste et donner et vous assurer que votre CEO ou votre DG a dans son téléphone, en speed dial, le numéro d'un avocat pénaliste si jamais ça peut arriver. On croit toujours que c'est chez les autres que ça arrive, mais ça peut arriver, une garde à vue ou quelque chose. C'est important que vos DG aient le contact de l'avocat pénaliste de la société dans leur téléphone, en espérant qu'ils n'auront pas trop à l'utiliser, mais c'est très important. Donc, petit conseil pratique que je vous recommande de mettre en œuvre. Et le numéro de Karine, c'est mieux. Et hop, Et hop, allez hop. Dis-moi, alors du coup, donc tu nous parles de tout ce qui peut se passer, etc. Mais en fait, une procédure pénale, en quoi ça consiste? Comment ça se passe? ça se passe. En fait, il y a différentes phases dans une procédure pénale. Si on part du début, il y a ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, il y a une phase d'enquête. Et cette phase d'enquête elle-même comprend différentes petites étapes qui correspondent à tous les actes d'investigation des enquêtes, des services d'enquête. Donc, ça peut être des perquisitions, ça peut être le plus souvent des auditions, des gardes à vue. Et donc, ça, c'est la première phase où on essaye d'établir s'il y a des soupçons, des indices plausible de penser qu'une personne a participé comme auteur ou comme complice à une infraction. Et puis, une fois que ces indices sont ou non établis, eh bien, une décision est prise soit par le parquet, soit par le juge d'instruction, selon la forme procédurale dans laquelle on se trouve, de renvoyer la personne concernée devant une juridiction de jugement, donc tribunal correctionnel ou cour d'assises. Et l'avocat pénaliste, qui est spécialisé dans cette matière-là, accompagne ses clients dans ces différentes phases. Il assiste ses clients au moment de leurs auditions, qu'elles soient auditions libres ou garde à vue pour les formes d'audition les plus répressives, et pour les confrontations. Et puis ensuite, lors de la phase de jugement,
devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises. Et puis au cours de l'instruction aussi, où les clients sont convoqués pour des interrogatoires de première comparution qui mènent à leur mise en examen ou pas. Et donc, à partir de ce moment-là, ils ont un certain nombre de droits, notamment de contester les actes de la procédure. Et nous les assistons dans ce travail de conseils, d'assistance, de représentation lors des enquêtes pour défendre leurs droits. Et dans un premier temps, éviter si possible le renvoi devant le tribunal correctionnel. Et si le renvoi est quand même ordonné, eh bien essayer de faire reconnaître leur innocence devant la juridiction du jugement ou essayer de faire en sorte que la peine corresponde le plus non seulement aux faits, mais aussi à leur profil et à leur passé et à la situation. En fait, voilà ce qu'on appelle le principe de personnalité des peines. Je sais que Audrey a une question, mais il y a un truc aussi qui est intéressant de mentionner pour tous les juristes qui nous écoutent, c'est que c'est quand même très particulier en France, toutes les responsabilités pénales qu'il y a sur les dirigeants. C'est souvent quand on parle avec nos amis américains qui ont des dirigeants en France, hein, ils sont toujours souvent surpris de à quel point il y a des responsabilités pénales. Tu es d'accord avec avec ce point de vue, le fait qu'il y ait enfin, cette épée de Damoclès sur les dirigeants français, bien plus que peut-être dans d'autres pays? Oui, enfin, la spécificité en fait, je dirais que l'actualité, en gros, l'actualité des dernières années du droit pénal, c'est de s'être développé, d'avoir, comment dire, euh, de s'être immiscé dans toutes les branches de l'activité économique. Voilà. Et donc, effectivement, les dirigeants d'entreprise, dans plein de domaines, que ce soit en matière de droit social, en matière évidemment de sécurité et de protection des salariés, peuvent encourir des responsabilités pénales. Ça peut être aussi des responsabilités pénales qui relèvent du droit de la consommation. Ça peut être des responsabilités pénales qui relèvent de la gestion de l'entreprise sur des infractions qui relèvent en fait du droit pénal financier, que ce soit des abus de biens sociaux, que ce soit des abus de vote. Donc, effectivement, ou alors en lien aussi avec leurs obligations qui est d'arrêter l'état financier de l'entreprise qu'ils gèrent et donc de donner l'image la plus fidèle possible de la situation économique et financière de la société. Donc effectivement, la direction d'une entreprise n'est pas sans risque pénal. Voilà. Merci Karim. Et c'est vrai, quand on parle de droit pénal, ça déchaîne un peu les passions, parce que tu as un métier quand même qui laisse pas indifférent, et merci de prendre le temps de nous expliquer aussi tout ça. Et je vais te poser une question qu'on t'a, j'imagine, déjà plein de fois posée, mais en tout cas pas au Legal Club Sandwich, donc c'est l'occasion. Quand on est avocat pénaliste, voilà, comment on peut défendre quelqu'un qu'on sait coupable? Là, il y a des procès dont on parlait dans la presse, notamment le procès Mazan récemment. Est-ce que toi, enfin, comment tu réagis par rapport à ça? Est-ce que comment est-ce qu'on peut défendre quelqu'un qu'on sait coupable? Alors, en fait, c'est une question qui revient souvent, mais je trouve que c'est une très belle question. Parce que merci de l'avoir posée, Audrey. De rien, avec plaisir, Karim. Vraiment, quelle pertinence dans la question, les gars. Qui est insupportable. Et vraiment, mais il est insupportable. Vraiment, c'est. Bref, vas-y. Très sérieusement, je trouve que c'est une très belle question parce que en fait, elle implique beaucoup de considérations qui sont des considérations juridiques, qui sont des considérations peut-être pas philosophiques, mais humaines. Et c'est intéressant de se pencher un petit peu sur cette question. Euh, D'abord, quand on croit à un état de droit, on ne peut pas droit, on croit à la mission et à la vertu de la mission de l'avocat. Parce qu'en fait, ce qui nous protège de l'arbitraire, c'est les règles de droit. Alors, on peut toujours pester contre les règles de droit en disant que ça sert en fait à éviter aux coupables d'aller en prison. Bon, je trouve que ça relève en grande partie, hein, je trouve que ça relève en grande partie du fantasme. Mais si on pose cette question ou si on considère que les règles de droit sont faits pour servir les coupables et pas les innocents. En fait, du coup, qu'est-ce qu'on ferait? C'est-à-dire que, imaginons une société où il n'y a pas de règles de droit, où il n'y a pas de présomption d'innocence, où il n'y a pas le droit d'être assisté par un avocat dans le cadre de la garde à vue, le droit d'être assisté par un avocat devant le juge d'instruction, le droit d'être assisté d'un avocat devant le tribunal correctionnel. Qu'est-ce qui nous protège? Euh, Qu'est-ce qui nous protège en fait de l'arbitraire, si ce n'est la règle de droit, les règles de présomption d'innocence, les règles de prescription. Donc, je pense que c'est un pivot d'un état de droit, et un état de droit, c'est un état qui protège les libertés individuelles. Et je le dis sans prétention qu'une, hein, je ne veux pas paraître pompeux, mais je trouve que le métier d'avocat
est un des rouages d'une société démocratique. Et je dis d'autant plus que, en fait, l'histoire, si on regarde un peu l'histoire des avocats dans le cadre des procédures pénales, et parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on va dire qu'il y a peut-être 50, 60 ans, mais les avocats n'assistaient pas leurs clients en garde à vue. Les avocats n'avaient pas accès au dossier de l'enquête. Ils n'avaient pas accès au cabinet du juge d'instruction. Et en fait, ils ne découvraient le dossier qu'une fois leurs clients renvoyés, soit dans la cour d'assises, soit dans le tribunal correctionnel. Et donc, l'histoire de la procédure pénale, c'est un peu l'histoire de l'immixtion des avocats dans le commissariat au moment de la garde à vue, dans le cabinet du juge d'instruction au moment d'une mise en examen. Et si vous voulez, sans le rôle des avocats, il n'y aurait pas eu le scandale Outreau, mais il y aurait eu, dont vous vous souvenez, avec des personnes placées en détention provisoire, accusées à tort d'avoir fait partie d'un réseau de pédophilie dans le nord de la France. Et en fait, sans le travail des avocats, vous auriez des innocents qui croupiraient peut-être encore aujourd'hui en prison. Voilà. Donc ça, c'est pour le rôle de l'avocat. Ensuite, je pense que lorsque on est avocat pénaliste, on pense de défendre tout le monde. Et en ce sens, pour répondre, Audrey, à ta question de manière un peu plus précise, lorsqu'on défend quelqu'un dont le tribunal ou dira par la suite qu'il est coupable, parce qu'il faut toujours penser à la présomption d'innocence, on ne défend jamais le geste qui a été commis, on défend la part d'humanité qu'il y a dans la personne qui est renvoyée, dans le truc qui est poursuivi, parce qu'il reste toujours une part d'humanité. Je veux dire, je suis intimement convaincu que les cas de monstres sont extrêmement rares et que malheureusement, le phénomène de délinquance et de criminalité fait partie de notre nature humaine et il y a une part sombre dans chacun d'entre nous. Et je pense que la mission et la vocation de l'avocat, c'est de porter cette voix-là. Pas de défendre l'acte, mais encore une fois, de défendre la personne, d'expliquer, parce que je pense qu'on ne peut pas bien condamner sans comprendre. Et donc, le rôle aussi de l'avocat, c'est de faire comprendre. Voilà. Est-ce que Et il ne sans faut jamais oublier, et il ne faut jamais oublier juste une chose, c'est que faut jamais oublier que le diable n'est jamais qu'un ange déchu. Et donc, c'était un ange. Voilà. Et donc, il y a un peu un diable en chacun de nous et un peu un ange en chacun de nous. Voilà. C'est ça la complexité et la beauté de l'âme humaine et de et notre formation. est-ce que tu peux nous donner un exemple sans citer évidemment le- le- les personnes je sais que tu avais pensé à deux clients quand on avait un peu travaillé sur cette émission. Est-ce que tu peux tu- Moi, en fait, je veux dire, j'ai un client qui m'a particulièrement marqué, qui était un de mes premiers procès d'assises. En fait, je défendais un braqueur, un Toulonnais, qui braquait des banques. Il en avait braqué une vingtaine ou une trentaine sans la moindre effusion de sang. Et sur la dernière opération, c'est son frère en fait lui, il avait conçu l'opération et c'est son frère qui l'avait mise en œuvre. Et mon client avait refusé en fait de participer au braquage de la banque. À l'époque, d'ailleurs, c'est des convoyeurs de la Brinks parce qu'ils recrutés par son frère étaient des fous dangereux incontrôlables et ça s'est fini en bain de sang. Euh, et le client que j'avais défendu, qui était vraiment un Toulonnais à l'ancienne, qui m'appelait Minot, enfin, je vois, il devait avoir une cinquantaine ou une soixantaine d'années, et puis il était en fin de carrière, et moi je commençais dans le métier d'avocat, je me souviens, il m'appelait Minot. Euh, alors certes, il avait commis des braquages, il n'avait pas une goutte de sang dans sur les mains. Il a fini sa vie en construisant des jouets pour enfants en prison. Voilà, il est mort depuis d'un cancer, mais et vous voyez, ces histoires de reconversion, ça prouve bien que euh, euh, voilà, les gens sont récupérables. Et alors évidemment, on a en tête dans l'actualité, Karim, le procès Mazan. Ah oui, Euh, génial. ben oui. Oui. Qu'est-ce que toi, tu peux nous en dire en fait, si tu avais Alors, dû prendre. alors, deux choses. Moi, sur le procès Mazan, il y a plusieurs choses qui m'ont frappé. D'abord, certains sont indignés du comportement des avocats de la défense qui mettait en cause
alors, euh, qui, met- qui mettait en cause la parole de la victime. Alors, je crois qu'on a une petite coupure de son avec Karim qui va revenir dans quelques instants. Tu fais ça Ne tellement bien, s'inquiète Lydia. pas. Tu nous Sans- entends, Karim? Question cruciale. Non, Karine ne nous entend pas. Karim va Non, c'est revenir. bien C'est le toi, il nous a dit le suspense. comportement nous a dit le comportement des avocats et on est sur notre fin. Là, alors c'est du direct, c'est du direct. Karim, on veut en savoir plus. On était, on va, effectivement, on était en train de dire que le comportement des avocats sur le procès Mazan a été vivement critiqué. Et Karim va nous en parler, nous préciser. Et Karim Karim a est quitté parti. l'émission, donc je Et Karim pense a que quitté le plateau Karim a quitté et le il va plateau. revenir. Il va Alors, il revenir. va Voilà. revenir pendant ce temps, Non, 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 ça va bien se passer parce que justement, nous on a, ramons Karim et revoilà Karim qui a coupé voilà, son. On n'avait pas payé la facture Orange là, de ce mois-ci. voilà. Voilà, donc Alors, c'est bon, on nous était avons en train fini de de dire, ramer. Karim, Donc, tu disais, Ouais, on a critiqué le comportement de certains ouais, avocats. on a critiqué le comportement de certains avocats en fait, qui contestaient devant le tribunal la thèse de la victime en posant la question, non pas de l'absence de consentement, mais la possibilité que leur client ne soit pas rendu compte qu'elle n'était pas consentante. Voilà. Et donc, en disant comment est-ce qu'on peut soutenir une telle thèse, euh, en fait, j'en reviens à la question de la société de droit et une société démocratique. D'abord, un avocat défend son client. On ne peut pas mettre de limite à la manière dont on défend à un client. Un avocat défend un client. Vous imaginez, vous faites l'objet de poursuites. Vous choisissez un avocat. La première chose que vous souhaitez, c'est que votre avocat vous défende coûte que coûte. Je veux dire, contre vents et marées, pas qu'on lui assigne des limites à la manière dont il va vous défendre en disant, bon, vous avez le droit de dire ça, mais pas ça, parce que c'est pas bien, parce que ça va heurter l'opinion, parce que notre rôle, avocat pénaliste, c'est de défendre nos clients coûte que coûte. Après, le juge de paix, c'est la pertinence de nos arguments par rapport au dossier. Pas que ça choque une partie de l'opinion. Moi, je trouve que on parle beaucoup des dossiers qu'on ne connaît pas. Alors, dans les dîners, c'est très sympa, ça occupe les dîners, mais dans les médias, je pense que les trois quarts des dossiers, du contenu du dossier de l'enquête, parce parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, parce que le format est limité, ben donc en fait, on résume, ce ne sont que des résumés. Mais d'abord, qui sommes-nous pour juger d'un contenu de dossier qu'on ne connaît pas? Ça, c'est un. Deux, les avocats ont une liberté absolue de choisir leurs arguments. Et en fait, il y a, la seule question, c'est de savoir si c'est pertinent ou pas par rapport au contenu du dossier. Et moi, le contenu du dossier, je ne l'ai pas. Et le troisième point, c'est que c'est l'essence même d'une société démocratique, et ça, c'est un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme qui vous le dit, de choquer. On a le droit de choquer, et tant pis si on choque. Parce que en fait, la vérité du débat judiciaire, elle ne peut résulter que d'une discussion, que d'un débat, et d'avoir des propos qui sont antagonistes. Ça pose d'ailleurs votre question, elle pose la question de la défense de rupture. La défense de rupture, c'est... alors, Vergès était passé maître dans l'art de la défense de rupture, qui consiste en fait à contester la légitimité de ceux qui portent l'accusation. C'est-à-dire, en fait, vous êtes en train de m'accuser, mais qui êtes-vous pour m'accuser alors même que? Et je vous donne un exemple. En fait, cette défense de rupture, elle est antérieure à Vergès, mais parmi les premiers à l'avoir utilisé, un des premiers, c'est Jacques Izorni. Jacques Izorni, qui était l'avocat de Pétain. Et il faut savoir que dans le procès Pétain, celui qui portait l'accusation, l'avocat général, euh, euh, m'échappe tout de suite, mais l'avocat général avait prêté serment au régime de Vichy et faisait partie du procès d'Orion qui jugeait pour le compte de Vichy les personnalités de la Troisième République. Donc, en fait, quelle légitimité avait-il, lui, pour porter l'accusation contre le maréchal Pétain? Et c'est ce que ça a fait partie de la stratégie de défense d'Izorni, de dire, mais de contester la légitimité de l'avocat général. C'est ça une défense de rupture, mais une défense de rupture, elle est légitime. Et on ne peut pas reprocher à des avocats
de soutenir des thèses qui peut-être déplaisent à une partie de l'opinion, qui sans doute déplaisent à tous ceux qui soutiennent la partie civile. Mais nous devons, et c'est une garantie, si vous voulez, des droits de la défense, jouir d'une liberté absolue dans les arguments que nous souhaitons avancer dans le cadre de nos dossiers. Ah, ok, totalement Merci d'accord. Karim pour ces éléments et ça me fait poser aussi la question. Je crois qu'il y a une clause de conscience de l'avocat. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus en L'avocat détail? c'est assez simple. L'avocat Mm. n'est pas obligé de prendre un dossier. Si un dossier heurte sa conscience, il a tout à fait la liberté de le refuser, bien sûr. Et il a même le devoir de le refuser s'il sent qu'il ne sera pas bon, Oui. enfin, il ne sera pas un bon soutien pour son client, il ne sera pas un bon avocat pour son client. Alors, on a une question un peu plus personnelle encore, Karim, mais ça, tu devais t'y attendre. On ne devient pas avocat pénaliste par hasard. Qu'est-ce qui t'a plu, toi, dans cette spécialité, en fait? Pourquoi? Pourquoi devenir avocat pénaliste? Est-ce que c'est ce que tu souhaitais depuis très longtemps? Non, c'est pas une vocation qui m'est née au berceau et en troisième, je défendais pas comme délai de classe mes petits camarades. Ça, c'est une vocation qui est venue plutôt tardivement. Euh, J'aime bien cette histoire. En fait, vraiment, je suis tombé sur cette profession un peu par hasard. J'étais tombé dans la bibliothèque de mes parents sur les mémoires d'un avocat pénaliste qui était un ancien résistant qui s'appelait Albert No, et qui a écrit deux livres que j'encourage tout le monde à lire s'ils sont encore édités ou qu'on doit trouver d'occasion. C'est Les défendre tous et pourquoi je n'ai pas défendu Laval. Et l'histoire de No, elle est absolument fascinante parce que il était résistant et au moment de la libération, il a été commis d'office par le bâtonnier de Paris pour défendre Laval, euh, qui était celui qui a mis en œuvre, enfin ouais, qui était à la tête des bases œuvres de Vichy. Et donc, No a accepté de le défendre. Voilà. Et en accord avec son client, d'où le titre de son livre, Pourquoi je n'ai pas défendu Laval, et en accord avec Laval, il a refusé de plaider parce qu'il trouvait que le procès était pipé dès le départ, parce que les membres du jury étaient des anciens résistants, étaient des communistes, qu'ils hurlaient à l'audience Laval 12 balles dans la peau. Donc il n'y avait aucune impartialité et il n'y avait aucune œuvre de justice. Voilà. Dans son procès, et par signe d'opposition, bon, en fait, l'idée était, voilà, son sort était connu à l'avance. Et en fait, No n'a pas voulu être l'alibi de cette justice-là qui devait conduire à l'exécution de Laval. Voilà. Et donc, j'ai trouvé que cette démarche était très belle, très émouvante. Et puis, tout est dit dans le titre de son autre livre, qui est Les défendre tous. Je trouve que c'est une vocation absolument superbe. Voilà. Et puis après, on découvre d'abord, c'est un métier qui est très, quand même, qui est difficile parce qu'il y a beaucoup de tensions. Vous êtes le réceptacle des tensions et des stress de vos clients. C'est un métier qui est aussi fait d'antagonisme avec la magistrature, alors pas tous, Dieu merci, mais on est quand même en opposition. Ouais, ouais, on est en opposition avec le procureur, avec les parquetiers, avec les juges d'instruction, donc c'est un métier qui est difficile par bien des aspects. À la fois, c'est un métier qui est fascinant parce que en fait, on a l'impression chaque dossier est un roman. On a l'impression de découvrir une nouvelle histoire, un nouveau roman à chaque fois. Donc on ne s'y ennuie pas et c'est très enrichissant. Ça vous nourrit beaucoup humainement. Et alors, on se tient prêt. Ça vous bouffe au quotidien, mais ça vous nourrit aussi. Et On se tient prêt, c'est-à-dire qu'on peut t'appeler à n'importe quel moment, là, pour une garde à vue, pour... Euh, Linda, tu peux m'appeler à 2 heures du matin demain si tu es placé en garde à vue, il n'y a aucun problème. Tu demandes à Je te Pierre. remercie. Je te remercie, Karim. Non, mais c'est important de le non, mais savoir. c'est vrai, c'est comme ça. Enfin, je veux dire, ton Alors, téléphone. c'est peut-être pas à 2 heures du matin, mais oui, il m'arrive de recevoir des messages alors que je suis en réunion. Monsieur Untel a demandé à ce que vous l'assistiez, il est en garde à vue, merci de venir. Ouais, Hein. c'est ça. C'est vraiment... C'est c'est sous haute tension. C'est bien le titre de notre émission. Alors, Quelle Dieu vie, merci, pas Karim. toujours. Et on a des phases de. Non, mais c'est pas le quotidien non plus, c'est pas tous les jours, mais ça arrive. mais ça arrive, bien sûr, Ça arrive. et ça arrive. Parce que j'imagine, il y a des gardes à vue qui sont planifiés, puis d'autres. Ah oui, bien sûr, ça arrive plus d'une fois, bien sûr.
Et dans les choses, j'imagine, qui doivent te plaire au-delà de l'humanité, de toutes ces choses-là que tu vis, tu dois aussi faire face à, j'imagine, les avocats pénalistes, c'est tous des confrères plus dingues les uns que les autres, quoi. J'imagine que là, c'est de la haute voltige. Ouais, Les, il y a en fait, non, mais c'est marrant que tu poses cette question parce que de bonnes questions dans Legal Club. Allez dans Legal Club Sandwich, que de bonnes Ah, questions. C'est on a formidable. retourné la Ah oui. interview situation. avant, que tu te sens bien. Je me sens tellement bien. Je peux en revenir. Euh, plus sérieusement, on trouve une galerie de portraits assez fascinante. Il y a des confrères qui sont fascinants. Ouais. Des très belles figures. Voilà. Et est-ce que avoir été, parce que tu as mentionné que tu étais secrétaire de la conférence tout à l'heure, mais tu n'as pas vraiment expliqué ce que c'était, Ouais. tu penses que ça t'a aidé dans ce métier aussi? Alors peut-être expliquer ce que c'est en deux. Oui. Alors, le barreau de Paris organise un concours d'éloquence au terme duquel 12 jeunes avocats, parce que alors, ça s'appelle la conférence du stage, parce qu'au départ, maintenant ça n'existe, enfin le stage n'existe plus, mais quand on commençait la carrière d'avocat, on était 2 ans stagiaire. Donc en fait, on n'avait pas le droit de poser sa plaque. Et la conférence du stage est un concours d'éloquence qui est destiné aux jeunes avocats. Et pour les lauréats, donc il y en a 12, l'intérêt, c'est qu'on a un monopole des commissions d'office devant la cour d'assises. Donc pendant un an, dès que des personnes sont mises en examen dans des procédures qui sont criminelles, donc pour les infractions les plus graves et qui sont destinées à être jugées s'il y a un renvoi par la cour d'assises, où les secrétaires de la conférence sont commis d'office systématiquement dans ces dossiers. Donc en fait, très jeune, vous accédez à des dossiers criminels passionnants auxquels vous n'auriez pas nécessairement accès voilà, en début de carrière. Et donc, bien sûr, c'est un accélérateur dans la formation. Et on commence, on a accès à ces dossiers. Je me souviens pendant qu'une partie, enfin au début de mon activité, j'étais tous les samedis en prison. Mes samedis étaient consacrés, mais comme tous mes confrères pénalistes commis d'office ou pas commis d'office d'ailleurs, mais à faire la tournée des clients qui sont détenus pour parler du dossier, pour faire un point avec eux sur leur situation. Et voilà, donc c'est vrai que c'est très intense, c'est très chronophage et la conférence du stage est un accélérateur de la formation. Et c'est pas là où vous débattez sur des sujets complètement absurdes, c'est ça où je mélange quelque Non, chose? non, c'est ça, on a des sujets qui peuvent être tout et n'importe quoi. Moi, je Tu me te souviens du tien, oui? Moi, je m'étais passé sur mon dernier tour, c'était parce que c'est en 3 tours, mon dernier tour, j'étais passé sur un sujet, c'était faut-il se faire cloner? Voilà. Non, cloner, est-ce se faire doubler? C'était ça le sujet. Ou d'autres sujets comme le bonheur est-il dans le pré? Ou faut-il faire table rase du passé? Enfin voilà, ce genre de. Et tu euh, dois défendre, il y en a un qui est pour, un qui est contre, c'est ça en gros. exactement, voilà. Et alors, le premier tour, on a le sujet, je crois, 10 jours avant. Deuxième tour, on a le sujet 5 heures avant. Et le troisième tour, on a le sujet 4 jours avant. Pour y avoir assisté, moi j'ai eu la chance d'y assister, c'est quand même assez dingue de venir assister à ces concours d'éloquence. Et puis il y a un invité à chaque fois, hein, une grande figure de l'institution française en général. Moi j'ai vu des anciens présidents aussi. Alors, ça, c'est la Berrier. Pardon de t'interrompre. Ça, c'est la Berrier. Et donc, en fait, parmi Oui, les tu as raison. attributs de la conférence du stage, c'est que ils organisent ce qu'on appelle une conférence Berrier, qui est une conférence qui veut plutôt humoristique, où on invite effectivement des personnalités. Et là, l'exercice, donc, c'est ouvert à des non-avocats, des non-avocats, pardon, plutôt, Je ne savais pas qu'il y avait à des des avocats. non-avocats qui viennent débattre de sujets qui sont donnés à l'avance et les secrétaires de la conférence doivent improviser une critique drôle des candidats qui viennent de passer. Ouais, donc c'est passionnant. Et on peut y assister, ça c'est une très bonne nouvelle. Je Ouais, pense que ouais. c'est encore possible, hein. Ouais, Faut y ouais, aller. on peut Non, y bien sûr, assister. c'est public, il faut aller voir. C'est très Il amusant. faut aller voir, c'est un spectacle, c'est vraiment un Ouais. spectacle. Pour Lydia, qui est notre coach de prise de parole en public, ça doit être fascinant de les voir. Ah bah oui, Ouais, et ouais, ouais, puis, et j'adore. puis, et puis, il y a des gens d'un talent dingue, dingue. Ouais, 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 vraiment, vraiment. Ouais, ouais, c'est très impressionnant. Et alors, ça me fait juste petit aparté, mais moi, j'avais un professeur de théâtre qui nous disait, parce que évidemment, quand on est acteur et qu'on défend un rôle, qu'on porte un rôle, on a parfois des rôles de traîtres, des Nérons, on a parfois des rôles qui sont difficiles à défendre. Et, euh, et ce professeur de théâtre auquel je pense toujours disait, on doit défendre son rôle
comme un avocat dans un tribunal. Et de la même manière que ce que tu disais, Karim, en fait, il faut aller au bout de l'humanité de ce personnage et il faut le comprendre, chercher à le comprendre pour le représenter au mieux, même si c'est un personnage qu'on n'aimerait pas connaître de trop près. Bien sûr. Ouais, Hum. tout à fait. On va Pierre, peut-être passer aux chroniques, parce que je regardais le timing là juste à l'instant, et on va peut-être passer aux chroniques et on te reviendra. Réfléchis, là, on va te poser une question sur ta plus belle anecdote, Karine, donc réfléchis pendant les chroniques. On te la posera juste après. Mais en attendant, nous avons dit que nous commencions par Audrey. non. Pas Non. du tout, par Non, Olivia. non, Évidemment, rien pardon, on écouté. commence par le pull fleuri. Je n'ai évidemment rien écouté, mais ce n'est pas grave. Here we go. Alors aujourd'hui, on va parler du trac, un sujet bien, bien important pour un avocat pénaliste et on y reviendra. J'ai quelques questions d'ailleurs à ce sujet pour toi, Karim. Gérer le trac, en tout cas le transformer en allié. Alors, certains d'entre vous connaissent le fameux trac, le stress qui paralyse. La peur de parler en public, d'ailleurs, elle est l'une des plus répandues et elle dépasse même la peur de la mort pour certains. Alors, le trac, ça se manifeste par le cœur qui s'emballe, les mains moites, la voix qui tremble et parfois même un blanc total. Alors, euh, mauvaise nouvelle, vous ne pouvez pas éliminer totalement le trac. Mais la bonne nouvelle, Audrey, c'est que vous pouvez l'apprivoiser et en faire une force. Alors déjà, il va falloir changer de mentalité. Le stress, c'est une énergie, pas un ennemi. Ce que vous ressentez avant une prise de parole, c'est un pic d'adrénaline, le même que ressentent les athlètes avant une compétition ou un avocat avant sa plaidoirie ou un comédien face au lever de rideau. Et plutôt que de lutter contre, utilisez cette énergie pour être plus impactant, plus vivant et plus convaincant. L'objectif n'est pas de ne plus ressentir de stress, mais de le maîtriser et de le canaliser. Alors pour ça, Pierre Maître Landy, 3 stratégies pour transformer le stress en atout. Préparez, le premier, c'est préparer votre corps et votre esprit. Avant de vous lancer, prenez le temps de vous détendre et de vous concentrer. Votre corps et votre esprit doivent être en harmonie pour faire face au trac. Alors, on respire profondément, on inspire par le nez, on bloque l'air quelques secondes, puis on expire lentement par la bouche. On répète cet exercice plusieurs fois pour calmer votre rythme cardiaque et apaiser les tensions. On demandera à Karim tout à l'heure s'il connaît ça, mais je suis sûre qu'il connaît ça par cœur. Ensuite, deuxième point très important, ancrez-vous. Posez fermement vos pieds au sol. Relâchez vos épaules et adoptez une posture stable et ouverte. Cela vous donnera une sensation de sécurité et de confiance, déjà, d'une part, et dans un second temps aussi, transmet cette image de sécurité et de confiance à votre auditoire. Ensuite, visualisez le succès. Fermez les yeux et imaginez-vous en train de réussir votre prise de parole. Vous la visualisez avec calme et confiance, et là, vous êtes captivant pour votre auditoire. Deuxième stratégie, Pierre, reprogrammez votre perception du stress. Le stress, c'est pas forcément, comme on disait, un ennemi. C'est une énergie qui peut vous aider aussi à être plus performant à condition de savoir la canaliser. Remplacez, ça marche très bien, le je suis stressé par je suis enthousiaste. C'est la même énergie, mais un état d'esprit différent. Et ça, je peux vous dire que je l'ai beaucoup pratiqué et ça fonctionne. Voyez le stress comme un signal positif. Il prouve que ce que vous allez dire compte. Dites-vous que l'audience aussi est avec vous et pas contre vous. Troisième stratégie, Audrey, adoptez des rituels pour rassurer votre cerveau. Il faut lui envoyer des signes. Les rituels, ils peuvent vous aider aussi à prendre confiance et à vous sentir plus à l'aise avant une prise de parole. Un bon échauffement vocal, alors certains vont bâiller, faire des sons graves ou aigus, mais en tout cas, chauffer la voix. Un premier regard complice aussi avec quelqu'un dans la salle pour créer une connexion instantanée. Et puis, un démarrage simple, un sourire, une pause,
une phrase d'accroche que vous connaissez par cœur, peut-être. On a un exemple, évidemment, qu'on donne très souvent lorsqu'on parle de ce sujet, c'est euh, l'hésitation, parfois, qu'on a connue au départ de Barack Obama. Il était, au début de sa carrière, il manquait de confiance et d'aisance lors de ses prises de parole. Il a travaillé assidûment pour améliorer ses compétences oratoires, apprenant notamment à maîtriser les rythmes de son discours, à utiliser stratégiquement les silences, il le fait très très bien, et à développer un style personnel authentique. Le résultat, c'est un orateur évidemment reconnu pour sa capacité à inspirer confiance et à captiver son audience, devenu un des communicants évidemment les plus efficaces de sa génération. En conclusion, pour tous, le stress n'est pas un obstacle, c'est un levier d'impact. Ce qui fait la différence, c'est pas l'absence de trac, mais la capacité à l'apprivoiser. Et enfin, avec les bonnes techniques, vous pouvez transformer l'adrénaline en puissance scénique. Et je finirai par euh, une petite histoire que j'aime bien raconter. Sarah Bernard, un jour, donnait un cours de théâtre à des élèves et un jeune élève lui dit, je comprends pas, madame, j'ai pas le trac. Et elle lui répond, tu verras, petit, ça viendra avec le talent. Je finirai là-dessus. Et toi, Karine, Merci. pour une grande plaidoirie, tu l'as toujours le tract ou c'est quelque chose qui disparaît ou au Oh, mais contraire? bien sûr que j'ai le trac. Évidemment que j'ai le trac. Mais tant mieux. Mais oui, Comment oui. tu le gères alors, Karim? Alors, moi, j'ai un truc que j'ai appris en prépa, en hippocagne, c'est que j'ai toujours un roman avec moi et je lis. Ah, Je lis tout simplement avant mes plaidoiries parce que ça me permet à la fois de m'abstraire, de m'extraire, pardon, de me être dans ta concentrer, bulle. ouais, d'être dans ma bulle et Ah, de ouais. penser à autre chose. Voilà. Parce qu'au Ah, ouais. fond, le stress, le trac n'est qu'une angoisse d'une projection. Et d'ailleurs, le trac, très souvent, disparaît dès qu'on prononce les premiers mots de sa plaidoirie ou de son intervention. Le trac n'est qu'une angoisse, hein, et donc c'est une projection, mais dès qu'on est dans la parole, Mm. il disparaît hein, comme par enchantement. Donc, ouais, moi, ma petite routine, moi, c'est ça. C'est toujours un roman avec moi dans la poche, il me permet de. Je lis quelques pages avant de. Voilà. Pas mal, pas mal. Pas Super. mal. On Un a... nouveau truc que tu Ouais, vas pouvoir utiliser, Lindia. Eh Et bien, tout à fait. Et sans trop... Pierre, moi j'ai juste une petite anecdote pour le coup. Alors c'est pour un entretien. Pour le coup, c'est un conseil que je donne. Alors c'est pas une plaidoirie, mais il y a quand même pas mal de gens qui sont très stressés en entretien aussi. C'est aussi une prise de parole devant une personne en général, voire un peu plus. Et parfois j'ai des directeurs juridiques qui ont une brillante carrière et qui en fait ont des plaques rouges, ça arrive devant moi. Et un conseil que je donne, que ce soit aussi bien pour des juristes tout juniors qui viennent d'être diplômés ou des directeurs juridiques, directrices qui ont 30 ans d'expérience. C'est un conseil, peut-être que je l'ai déjà donné dans cette émission, mais de ma prof d'italien, ça ne dit rien du coup, Lindia. C'est Madame Minacori, Dominique Minacori, prof d'italien au lycée, en terminale, qui avant notre oral d'italien nous avait dit, pensez à ces personnes-là, ces examinateurs qui vous reçoivent. Ils reçoivent 8, 10 personnes dans la journée et faites-leur passer un bon moment. Et ça m'avait vraiment marqué et je le donne très souvent comme conseil Ah, de se ouais. dire, en fait, ces personnes-là qui nous reçoivent, et c'est au même titre que nous, quand on reçoit des gens d'entretien, l'idée c'est de passer un bon moment. Alors, c'est pas le show non plus, hein, pour le coup. Il faut être Mm, mm. naturel, il faut être authentique, comme tu le disais, Lindia. Mais essayer en tout cas de se dire, nous aussi, on va passer un bon moment. Alors, je sais pas si on peut vraiment l'appliquer à une plaidoirie, mais en tout cas, un entretien, il faut pas qu'il soit subi. Pour le coup, il faut aussi être acteur en fait de cette prise de parole en public et pas subir et essayer de se dire si nous déjà on passe un bon moment, il y a de grandes chances que l'auditoire passe aussi un bon moment et ça m'avait vraiment marqué. Donc j'aime bien le partager aussi. Mais c'est tout à fait juste. On parle d'enthousiasme. Et en fait, le trac euh, voilà, peut se confondre avec l'enthousiasme. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. Et ça fonctionne vraiment bien. Eh bien, Eh c'est bien, je sans crois, trac, mais avec beaucoup d'enthousiasme que je vais donner maintenant la parole à Audrey et lancer son jingle. Get the fever. Merci Pierre. Et Lindia, est-ce que tu sais ce qui est parfois plus difficile que de recruter la bonne personne? C'est de convaincre qu'on est la bonne personne. Parce que parfois, le talent est là, l'expérience aussi, sur le papier ça peut matcher, et en vrai, ça ne matche pas. Ce qui est très frustrant d'ailleurs pour un chasseur de tête.
Donc aujourd'hui, moi, je vais vous raconter l'histoire de Lucienne, qui, vous savez, existe vraiment, mais ne s'appelle pas vraiment Lucienne. Et on Au adore départ, Lucienne. t'aimes bien Karim? Moi, On adore Lucienne. Moi, On adore j'adore. j'aimerais surtout Super. savoir comment tu choisis les prénoms, quoi. Tu vois, si tu Eh prends ben, parfois, c'est des Frédéric prénoms de tu lances tout. copines, pour le coup, d'amis. Mais là, j'ai inventé ce prénom. Enfin, je l'ai inventé. Je l'ai pris pour le coup. C'était Si le la nom de ma personne se grand-mère, voilà. Le nom de voilà, ma si la grand-mère. personne ne se reconnaît, elle me dira si, si Nous l'appelions Lucienne. Mamie Lu. Bon, bref. Voilà. Alors, parlons de Mamie Lu. Et donc, Lucienne, au départ, ce n'était pas un recrutement si évident, donc au tout début, mais qui s'est révélé être une vraie réussite. Je vous spoil un petit peu la fin, parce qu'évidemment, je vous raconte que des belles histoires, sinon, c'est pas très drôle. Donc, tout commence par une entreprise qui est ma cliente, une entreprise de services informatiques. Un an plus tôt, elle a recruté cette entreprise une directrice compliance et recrutement qui au départ s'avérait être très positif. Et résultat, ça s'est pas très bien passé dans la durée. Donc ma cliente m'a appelé, la secrétaire générale, et fallait cette fois-ci, il fallait pas se tromper. Donc j'avais pas mal de pression pour trouver la bonne personne. Voilà, celle qui aurait eu le bon bagage technique, bien sûr, c'est surtout, avec le bon état d'esprit, c'est une personne qui avait la compliance, 10-15 ans d'entreprise. C'était vraiment le profil idéal. Elle s'imaginait, voilà, quelqu'un qui était déjà bien installé sur un poste identique, reprendre la même personne, la recruter et l'intégrer dans sa structure. Et puis au fil des rencontres, dans cette chasse pour le profil idéal, j'ai fait la connaissance de la fameuse Lucienne, dont je vous parlais en préambule. Lucienne avait un parcours un peu différent. Elle avait commencé en cabinet d'audit, elle avait une forte dimension conseil, et après plusieurs années, elle était passée côté entreprise. Donc, elle avait pas mal d'atouts déjà de son côté. Donc, pendant 5 ans, elle avait accompagné aussi la création d'un service compliance aux côtés d'une directrice conformité. Elle n'avait jamais été numéro un, mais elle avait tout mis en place avec sa N+1. Donc, elle avait vu faire et elle avait fait elle-même à son niveau. Quand j'ai parlé d'elle à ma cliente, sa première réaction, elle a été d'un petit peu de douter. Elle m'a dit, mais elle a jamais été numéro 1, elle a jamais été directrice compliance. Je lui ai dit, oui, c'est vrai. Mais elle a bâti un service de A à Z avec sa N+1, justement. Donc, elle a vu ce que ça implique, elle a vu enfin, ce que ça implique au quotidien et elle sait où elle met les pieds. La cliente, elle était un peu dubitative, elle me dit, bon, j'aurais quand même quelqu'un un peu plus expérimenté sur ce poste-là. Ça a été un vrai débat et j'ai quand même insisté parce que mes clients le savent, j'insiste beaucoup quand j'y crois. Donc Lucienne, au-delà des compétences, elle avait vraiment l'adaptabilité, parce qu'elle était passée d'une structure conseil très importante à après l'entreprise. Je savais que ça pouvait matcher. Donc, elle avait accompagné des clients de toute taille dans le secteur varié, elle savait s'adapter. Elle avait déjà prouvé qu'on pouvait passer du conseil à l'opérationnel. Et surtout, elle avait un relationnel hyper fluide, une vraie simplicité dans les échanges, une envie de construire, bref, plein d'atouts. Elle cochait pas mal de cases, sauf le titre et sauf celle d'avoir été numéro 1. Malgré tout, j'arrive à convaincre la secrétaire générale qui accepte de la rencontrer. Et là, les échanges sont hyper naturels, évidents. Lucienne, elle comprend très rapidement les enjeux, elle pose les bonnes questions en entretien et elle projette déjà des solutions pour la secrétaire générale. Le feeling est là. Et à la fin de l'entretien, quand ma cliente me rappelle, elle me dit, bon, ok, on y va. Franchement, on a eu un super échange et je vois très très bien mon avenir, enfin mon avenir professionnel évidemment, avec elle. Et j'ai envie de travailler avec cette personne-là. Aujourd'hui, ça fait plusieurs années que Lucienne elle est en poste, ça se passe bien. Le binôme fonctionne vraiment à merveille et le programme de conformité, il s'est étoffé, il est devenu plus structuré, plus ambitieux, sous l'impulsion de cette directrice compliance qui au départ n'avait pas le profil idéal, mais qui a su compléter les cases qui lui manquaient entre guillemets sur le papier. La leçon à retenir, et c'est vrai que je reviens toujours un petit peu là-dessus, mais j'aime bien avec mes exemples vous prouver que c'est tellement important, il ne faut pas s'enfermer dans un moule trop rigide. Parce que parfois, la meilleure recrue, c'est pas celle qui a exactement le parcours attendu. Je l'ai dit plein de fois, mais j'aime bien le répéter. C'est celle qui a les bonnes bases et surtout qui a la bonne énergie pour réussir. Et quand le contexte est favorable à ça, il faut miser aussi sur cette personne qui a le potentiel. Et comme vous le savez aussi, j'aime citer du coup à la fin de mes chroniques. Aujourd'hui, je vais citer Darwin. Ce ne sont pas les espèces les plus fortes qui survivent, ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux, pardon, au changement. Parce qu'au final, recruter, c'est aussi savoir repérer ceux qui sauront évoluer. Je vous rassure, on peut être aussi très intelligent et bien s'adapter, mais parfois, on a des personnes qui sont un petit peu différentes et qui vont très très bien matcher. Voilà la leçon du jour. Je ne sais pas, Karim, dans les équipes, parce que tu as une jolie équipe, c'est des choses que tu as vues plein de fois, ça, cette adaptabilité, parce que quand tu recrutes des jeunes collaborateurs, non, il bouge encore. Quand Et tu recrutes des jeunes collaborateurs, ils ont pas, fasciné par la chronique d'Audrey. J'ai tout oui. non, mais ils n'ont pas forcément fait des années de droit pénal, c'est une volonté, c'est quelque chose qui, ou au Non, mais contraire, j'ai une super équipe et je suis d'accord avec ce que dit Audrey. Ce qui est important, c'est d'avoir une intelligence humaine.
C'est ça le plus important, c'est pas tant de savoir une intelligence des relations. Surtout dans un métier où on interagit beaucoup, soit avec des clients, des magistrats, des... Voilà. Et dans des situations de stress Ouais, intense. exactement, exactement. Et, ouais, oui, et pour avoir vu Karim Merci avec son Audrey pour cette équipe, chronique. merci Chronique. Et j'allais Avec dire, grand pour avoir vu plaisir. Merci Karim pour plein de votre fois écoute. dans ce genre de situation, il sait s'adapter. Et c'est là où je vais lui poser pour finir l'émission, parce que nous avons bientôt plus Ah, de c'est temps. bon. Mais Karim a On est l'anecdote du siècle pour moi en tant qu'avocat à Allô, vous allô. raconter, j'en suis sûr. Enfin, j'en pense à une et j'espère que c'est celle-là qui va raconter. Karim, as-tu une anecdote à nous raconter? Tu dois faire référence, je vois très bien à quoi tu fais référence, Pierre. Euh, Je fais référence j'ai une anecdote. à un prévenu qui faisait référence à un film. Ouais, non, exactement. C'était même un accusé parce que je défendais une personne devant la cour d'assises qui était à qui on reprochait d'avoir assassiné plusieurs personnes. Euh, et je me souviens qu'on était à la fin des débats devant la cour d'assises. À la cour d'assises, il faut savoir que euh, les avocats sont assis devant leurs clients. Et donc, mon client était évidemment dans le box des accusés derrière moi. Et il était penché vers moi. Moi-même, j'étais concentré sur ce qui se passait puisque les débats étaient sur le point de s'achever. Le président entendait les derniers témoins, les dernières explications. Et tout d'un coup, je sens la respiration chaude de mon client sur ma nuque qui se penche vers moi et qui me dit, Maître, alors il faut savoir qu'on lui reprochait plusieurs crimes, hein, est-ce que vous avez vu l'associé du diable? Et donc, il me fait perdre totalement ma concentration. Je dis, mais qu'est-ce que vous me racontez? Est-ce que vous avez vu l'associé du diable? Je dis, non, c'est quoi? Il me dit, c'est un film. Je dis, et alors? Il me dit, à la fin, le client tue son avocat. Oh, oh non, oh l'horreur. Qui est Oh le là là. meilleur moyen de... Alors, tu sens que la plaidoirie devenait un enjeu, là. Mais t'as dû blêmir d'un coup, Karim. Oh, j'adore cette histoire. Maître, vous savez quoi? À la fin du film, le client est son avocat. Très bien, très Quelle bien. Merci horreur. d'avoir partagé cette anecdote étonnante, Karim. Il est toujours sous les barreaux, rassure-nous. Ah, c'était il y a tellement longtemps. Voilà. Non, si, cette personne est décédée depuis. Ça remonte à quand même un certain nombre d'années. Oh, On bah n'est non. plus tout jeune, hein. Hein, mon Eh Pierre? ouais. Ah, on n'est plus tout jeune, mais quand même, cette histoire était exceptionnelle. La première fois que Karim l'a racontée il y a bien longtemps, je n'en pouvais plus. Je trouve ça tellement génial. Et du coup, en prévision de cette émission d'aujourd'hui, j'ai regardé le week-end dernier le film, d'ailleurs. C'est Le vrai? film Ok. Qui est regardé. pas un très bon film d'ailleurs, qui doit être, c'est un film des années 4, fin des années Ouais, 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 90 avec avec Keanu Keanu Reeves Reeves et Al Pacino, c'est et Al ça? Pacino, c'est Ouais, ça. Et une très jeune. Charlize Theron, je crois. Exactement. Mm. Exactement, Charlize Theron. Voilà. Ah, mais voyez, on est cultivé, c'est-à-dire que la culture explose dans les Gueule Club Sandwich. Ah, c'en est génial. ouais. De la pop culture, là. La pop culture. Bon, écoute, Karine, merci infiniment d'être venu Merci à vous. partager cette émission avec nous. C'était un bonheur de t'avoir. D'ailleurs, Présent. tu reviendras en saison 11, Karim, parce qu'on sent que tu étais totalement épaté par ce plateau. Et Ah, mais que vraiment, incroyable. Quel voilà. choix de talent. Bon, allez, on envoie le générique. On vous dit à très bientôt dans 15 jours pour une nouvelle émission de cette saison 10. Et puis ben voilà, une très belle, très beau moment à vous tous. Et au revoir à mes chères chroniqueuses. Au revoir Karim et générique. Merci, See you Karim. tonight, I wanna stay. Feel me